Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Aujourd'hui, nous allons parler des décorations de fin d'année dans la ville de Bamako. Comme chaque fin d'année, le décor change dans la capitale et ce changement fait débat. Les avis sont divisés par rapport à cet embellissement de Bamako. Si certains saluent cette action, d'autres estiment que c'est du gaspillage. Nos invités sur ce plateau, Dr Ali Tunkara, sociologue, Yeri Bokoum du mouvement Ça Suffit, Alpha Amadou Ampateba, activiste. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Selon vous, quel peut être l'objectif de cette décoration de la capitale? Nous allons commencer par M. Tunkara. Merci de la question. Bon, disons, quels sont les objectifs? Parce que lorsqu'on s'intéresse aux citoyens, on se rend compte qu'effectivement, les finalités sont plurielles également. Si une telle question était posée à une municipalité, elle allait dire qu'effectivement, la beauté est aussi quelque chose à rechercher, hein, depuis l'état de la misère dans lequel vivent les populations. Et dans le même temps, un nombre important de populations vous direz également que toutes ces décorations dans un état où les gens cherchent à manger, toutes ces décorations dans un pays où on peine à assurer les fondamentaux, l'éducation, l'accès à l'eau potable, même l'accès à des infrastructures de santé adéquates, quand vous regardez aussi autour de vous, notamment dans des économies florissantes, les sociétés occidentales, vous allez vous rendre compte qu'avant d'arriver à ces décorations, il y a eu quand même des priorités d'abord. Hein. Vous allez sur les Champs-Élysées, les décorations rythment aussi effectivement les niveaux du développement amorcé par ces différents États. Mais dans le contexte malien, vous allez vous rendre compte que toutes ces décorations, naturellement, on rendit Bamako tout à fait beau, on rendit nos centres urbains tout à fait jolis. Mais en dépit de ces décorations, vous avez aussi une troisième catégorie qui serait d'ailleurs indifférente, hein, qui pense que toutes ces décorations, qu'elle ait lieu ou pas, cette catégorie, elle s'en moque. Mais fondamentalement, reconnaissons quand même qu'au niveau de la vue, il y a une beauté qui est à apprécier. Au niveau de la vie, quand on prend les artères, quand on prend les routes commerçantes, on se rend compte quand même que le visage urbain, c'est tout à fait joli. Mais est-ce ça valait la peine? C'est là toute la question, justement, eu égard aux défis auxquels sommes-nous confrontés. D'accord. Et vous, Monsieur Bokoum? D'abord, je salue tous les téléspectateurs, tous les gens qui nous écoutent. En fait, la question, vraiment, elle est très importante. Parce qu'on a vu soudainement, paf, fin d'année, tout Bamako, principalement le boulevard Hippopotame est illuminé, ainsi que d'autres zones sont en train d'être illuminées. Donc moi je crois que c'est un phénomène, c'est très bien. Mais est-ce que ça en vaut le coup? Combien de millions on a mis dans ces choses-là? Alors que là où le peuple est aujourd'hui, on n'a pas même les 3 repas régaliens. Donc il y a une certaine difficulté d'abord à manger. Bon, je crois que aussi c'est un business aussi florissant pour les initiateurs. Parce que je suis sûr et certain que ces factures sont démesurées. Ça, c'est un. De deux, l'électricité que ces trucs-là absorbent, est-ce que ça ne va pas faire en sorte que d'autres aient manque d'électricité déjà? Et il y a l'incision des coupures. Chaque fois, il y a des coupures sur les localités. Donc moi, je crois que vraiment, c'est très bien d'embellir, mais il faut d'abord revoir, c'est-à-dire le cas des Maliens. Parce que l'embellissement, c'est pour les Maliens. Est-ce que les Maliens sont déjà à l'aise d'abord avant d'avoir les lieux embellis? Donc moi je pense que vraiment les initiateurs doivent, c'est salutaire, mais il y a le préalable qui est là, qui est ce qu'on appelle le quotidien malien, qui doit être vraiment primordial pour le développement même de notre pays. Moi je crois que ça serait ma réponse. D'accord. Alors Monsieur Ba, que pensez-vous de ces décorations-là? Quel est l'objectif? Je dirais bonsoir d'abord à tout le monde. Moi, je pense qu'il y a deux facteurs, comme
l'ont dit mes deux précédents. D'abord, le facteur économique. Quand on prend ce facteur-là, moi je commence tout de suite par le côté négatif. Nous allons revenir à cette partie, mais pour le moment, si vous pouvez nous dire quels sont les objectifs de cette... Les objectifs, je pense que ça rentre en réalité dans le cadre de l'embellissement de la ville, comme l'ont dit mes deux prédécesseurs. Et les facteurs qu'ils ont énumérés, c'est ce que moi aussi j'allais dire surtout. D'accord. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ça. Ok, c'est cet événement-là qui se produit tous les ans. Est-ce que c'est Bamako seulement ou vous avez constaté d'autres changements dans les régions ou dans d'autres villes? Moi, je pense que c'est dans toutes les capitales régionales et pratiquement dans tous les cercles aussi. D'accord. Donc, ça ne se limite pas à la ville de Bamako seulement. Ok. Alors, Monsieur Tunkara, par rapport à cet embellissement de tout le territoire, disons, est-ce que vous pensez que c'est partout dans le pays? Bon, disons partout, l'on peut parler du centre urbain, effectivement, l'embellissement y est. Mais reconnaissons que cet embellissement est aussi corollaire aux fêtes de fin d'année qui sont aujourd'hui célébrées presque dans toutes les contrées du pays, et que vous soyez à Bamako ou que vous soyez dans les villes les plus reculées du pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a un intérêt, il y a cet engouement vis-à-vis de ces fêtes de fin d'année. Ce qui fait qu'effectivement, ça permet de dire qu'aujourd'hui, dans le contexte malien, le recours à l'embellissement est devenu justement, c'est vraiment c'est toute une mode aujourd'hui. Que vous soyez dans les capitales régionales, les cercles, même dans les communes, certains villages même sont décorés aujourd'hui. Mais ce qui serait encore plus intéressant, au-delà de folklorique, que ces décorations aussi s'inspirent un peu du terroir. Parce que quand vous êtes dans les grandes sociétés économiquement avancées, vous allez vous rendre compte que ce sont des ingéniosités nationales, locales qui sont mises en évidence. Mais dans le contexte malien, nous ne faisons qu'alimenter une économie qui n'est pas forcément la nôtre. Sinon, l'idée en soi peut être salutaire dans la mesure où si nous arrivons justement à nous appuyer, parce que quand vous allez un peu ailleurs, là où ces décorations sont beaucoup plus anciennes, vous allez vous rendre compte qu'il y a toute une activité commerciale qui est développée au-delà de la décoration. Vous allez voir sur les grandes artères des commerçants, notamment les cas de produits artisanaux qui sont vraiment vendus aux populations à un coût beaucoup plus accessible. Mais dans le même temps, ces décorations aussi, au-delà de leur coût, si elles étaient inspirées du local, elles pouvaient aussi employer, parce que certes, d'une part, ceux qui sont réticents de ces décorations mettent aussi en question cette question de l'employabilité. Elles emploient aussi quand même pas mal d'acteurs qui sont en chômage aujourd'hui. Dans le même temps, ces décorations, là même de leur beauté aussi, il y a beaucoup d'acteurs qui vivent aussi de ces décorations, parce que vous allez vous rendre compte que sur les grandes artères, il y a des petits commerçants qui vendent de nourriture, de brochettes. Donc, d'une part, l'économie aussi est alimentée, pour ne pas tomber que dans l'euphorie de la négativité, quoi. Donc, je crois qu'il y a quand même... Vous avez fait mention des acteurs qui sont impliqués, mais d'habitude, qui s'occupe de ces décorations-là au Mali ici? Majoritairement, ce sont les municipalités qui s'en occupent, effectivement. Pour le cas du Bamako, c'est le district qui accomplit l'essentiel du rôle. Mais pour les capitales régionales également, nous avons toujours les municipalités, parfois le gouvernorat, qui sont impliqués effectivement dans la décoration. Voilà. Peu importe l'acteur, mais ce qui pourrait aussi inquiéter certaines populations, c'est cette absence cruelle de la lisibilité des fonds alloués justement à ces différentes décorations. C'est que ces décorations peuvent ou pourraient aussi provoquer en termes d'accès à l'électricité, même en termes... Mais elles peuvent aussi même encourager d'ailleurs l'insécurité dans certaines mesures. Si vous regardez un peu dans le contexte malien, de 2012 à aujourd'hui, les recours aux feux d'artifice sont interdits. Mais en dépit de l'interdiction, vous avez quand même tout au long des artères des jeunes, parfois des personnes âgées qui font recours justement à ces feux d'artifice. Donc finalement, d'une situation d'embellissement, nous nous conduisons vers des situations propices à l'insécurité, vers des situations propices justement au développement des pratiques qui pourraient être qualifiées de déviants
ou des pratiques qui pourraient être qualifiées justement d'anormales. D'accord. Alors, Monsieur Bokoum, Monsieur Tunkara vient de mentionner un facteur, parlons des acteurs, c'est les municipalités qui s'occupent de ça, mais qui sont sur le terrain? Est-ce des Maliens ou des compagnies, des étrangers qui viennent sur place? En fait, je vais revenir un peu en arrière, ensuite répondre à votre question. Allez-y. Premièrement, le pays est pris déjà. Les 2/3 du territoire sont déjà prises. Il n'y a aucune preuve qui nous montre qu'il y a de luminosité là-bas. Comment eux, ces gens-là vivent? Point d'interrogation. Ça, c'est ma première préoccupation. Donc maintenant, revenons maintenant à la question de M. Tunkara. Ces produits ne sont pas fabriqués en Afrique. Ce sont des produits chinois. Donc peut-être, je n'ai pas fait l'investigation pour rentrer trop dans le profondeur, mais je suis sûr et certain que c'est les Maliens qui sont en train d'installer. Ils achètent les produits en Chine et viennent installer au Mali ici. Donc, concernant ce dynamisme-là, en réalité, le Malien, c'est vrai qu'on doit être en mesure de se programmer sur le même plan que les autres sous-régionaux, sur le plan de l'embellissement. Mais avant d'embellir d'abord une ville, il faut se préoccuper d'abord de l'infrastructure. Est-ce que actuellement, là où je vous parle, sur la route des Cailles, ça ne va pas. Il n'y a pas de route entre Bamako et Cailles. Comment se peut-il qu'ils mettent des millions dans l'embellissement? C'est vrai, embellir une zone, c'est très important. Et ça ne fait que embellir. Mais il y a l'infrastructure qui est là, qui joue d'ailleurs sur l'économie malienne. Moi, je crois que ces initiateurs doivent miser trop sur les infrastructures. Ensuite, vient l'embellissement. S'il y a eu la stabilité, le calme, le pays, tout va bien, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Comme vous venez de le mentionner tout de suite, certains pensent que tout ce changement est inutile parce qu'ils estiment que l'argent investi peut être utilisé pour créer des emplois. Oui, certes, c'est ça notre combat même. Depuis qu'on a commencé à sortir pour dénoncer la mauvaise gouvernance, on a tout le temps dit que l'État a failli sur l'emploi des jeunes. Chaque fois, il nous fait sortir des chiffres colossaux comme quoi que l'État a embauché tel nombre, mais et pourtant, ce n'est pas réel. Donc, c'est le seul combat qu'aujourd'hui, nous, jeunesse, on est en train de mener, la lutte contre la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire, dans la mauvaise gouvernance, il y a le chômage des jeunes qui est beaucoup, beaucoup impliqué dedans. Donc, voilà notre combat. Donc, moi, je pense que cet argent peut servir à l'emploi. Avant de donner à l'emploi, ça peut servir, comment dirais-je, les Maliens doivent avoir les repas régaliens, qui est les repas quotidiens des 3 repas qu'on est habitué à voir. Donc maintenant, après ces repas, il y a l'emploi. Ensuite, après l'emploi, les infrastructures. Après les infrastructures, maintenant, l'embellissement peut venir. Donc moi, je pense que quand un pays doit être développé, il doit avoir ces cheminements pour pouvoir arriver à terme. D'accord. Ouais. Alors, M. Ba, partagez-vous le même avis que M. Bokoum par rapport à cette situation? Oui, je partage en réalité son idée parce que comme lui, il a mentionné seulement la route de Caille. Mais moi, je pense plutôt que dans le centre urbain même de Bamako, s'il faut couper l'électricité à d'autres pour éliminer que les artères principaux, c'est encore un problème. Sans citer tout ce que ça peut engendrer comme dommage aussi dans ces zones-là. Parce que quand on prend en réalité, pour illuminer un seul artère dans la ville de Bamako, par exemple, si nous prenons cet artère qui passe devant nous ici, pour éliminer ça, il faut couper l'électricité dans le quartier de Menakura. Une partie de Menakura sera sans électricité. Quel dommage ça peut causer. C'est juste ce que j'avais à apporter par rapport à ce que lui, il vient de dire tout de suite. Mais chaque année, c'est la même situation. Il y a ce changement-là, ce décor-là en fin d'année. Mais pourquoi ne pas dénoncer cela? Il y a plusieurs manières de dénoncer. On le dénonce peut-être que ce n'est pas entendu. Parce que maintenant que nous avons à notre disposition plusieurs réseaux sociaux qui nous permettent d'être largement vus, on peut communiquer très facilement maintenant. Sinon, depuis avant, on avait essayé de faire des campagnes de sensibilisation au niveau local. Mais ça ne marchait pas. Ok. Alors, M. Tunkara, avant de venir à la question de l'électricité, on aimerait savoir que pensez-vous du fait que certains pensent que c'est du gaspillage et qu'on doit plus l'investir dans la création d'emplois? Cela nous amène justement à nous poser la question de la légitimité des demandes sociales. Quel que soit l'effort à consentir,
du moment où l'effort est apprécié, nous tombons dans ce qu'on pourrait qualifier de la subjectivité. Le bon et le mauvais est fonction de l'acteur ou de la personne qui se trouverait en face de moi. Si mon acte ne correspond pas à ses attentes, l'acte est qualifié de mauvais. Si il correspond à ses attentes, justement, il est qualifié de bon. De la même manière également, quand on prend le cas d'élimination dans le contexte malien, nous avons ces mêmes appréciations qui seraient fonction de centre d'intérêt de chaque acteur. Je crois que toutes les positions sont à légitimer. Ceux-là qui pensent que les éliminations sont une bonne chose, justement, en dépit de l'insécurité, justement, de l'instabilité, il serait quand même aussi agréable, en toute objectivité, que les populations se sentent parfois dans un monde imaginé, hein, voilà, un peu à la hollywoodienne. C'est pas quand même mal en soi. Cette beauté dont beaucoup de philosophes font allusion, elle est quand même intéressante aussi dans... c'est même une sorte de gage pour l'âme humaine. Donc il faut qu'il y ait cette beauté également. L'autre catégorie qui pense qu'effectivement, c'est du gaspillage. Effectivement, sa position est aussi à considérer. Serait-il mieux que les acteurs de la municipalité nous disent concrètement quels sont les fonds concrètement alloués à ces différentes décorations, mais qui ne sont pas avec nous. Mais nous pouvons avancer l'hypothèse selon laquelle si le fonds alloué n'est pas aussi exorbitant, et que ces fonds n'étaient pas aussi destinés à la création d'emplois ou à la réalisation des infrastructures, bon, c'est aux citoyens de les apprécier, ces fonds. Mais en tout cas, quelle que soit la posture dans laquelle nous allons nous inscrire, je crois que les différents avis sont à relativiser parce que l'action humaine en soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de l'appréciation qu'a autour de mon action. Ces décorations également ne font pas exception à cette règle. Donc je crois que les positions sont à nuancer, mais moi je trouve quand même qu'il faut un peu relativiser cette question d'employabilité, cette question d'accès à l'électricité, cette question justement de mettre un terme à l'insécurité demande des réponses beaucoup plus globalisantes qui ne vont pas se limiter seulement à ce seul fait de fin d'année qui provoque justement toutes ces décorations. L'enjeu, il va au-delà des fêtes de fin d'année, il est plutôt d'ordre économique, l'enjeu est sociologique, l'enjeu est plutôt aussi du domaine de la gouvernance. Vous voyez à combien finalement, s'il faut se priver de toutes ces illuminations, pour faire face justement aux enjeux du moment, je crois qu'une partie de la population également serait légère dans son émotivité. Hein. Donc il faut quand même le saluer aussi. Et concernant l'impact que ça peut avoir sur la fourniture d'électricité dans la ville de Bamako même? Bon, je ne suis pas électricien, mais il ne s'agit pas d'être dans les secrets d'un électricien, naturellement. Ça a une incidence majeure sur la consommation d'électricité et même sur l'accès à l'électricité. Cela est indéniable. Mais je crois qu'il est fort probable également, au regard de l'avancée technologique, que la société est chargée des questions d'électricité et à mesure justement de compenser la quantité d'électricité investie dans l'alimentation de ces décorations. En tout cas, nous n'avons pas de réponse, si vous voulez, appropriée quant à une insuffisance qui serait provoquée par ces décorations ou une sorte de dysfonctionnement qui serait lié à ces décorations. Je crois qu'avec l'avancée technologique aujourd'hui, le non-accès ou en tout cas l'accès limité à l'électricité ne peut pas s'expliquer seulement à ces décorations dans le contexte malien parce qu'un nombre important de nos populations, notamment celles du monde rural aujourd'hui, ne demandent que l'électricité avant ces fêtes de fin d'année. Donc je crois que s'il y a insuffisance ou s'il y a manque d'accès à l'électricité, c'est pas lié à ces décorations à mon avis. D'accord. Alors Monsieur Ba, côté impact sur l'électricité dans la ville de Bamako et alentour, n'y a-t-il pas un danger pour les populations selon vous? Je pense que oui, et c'est pourquoi j'ai même énuméré ces côtés. Parce que quand on parle de sécurité ou d'insécurité, forcément la lumière fait partie. Donc si on arrive seulement à éliminer que certaines parties de la ville et que la majeure partie
la ville soit encore dans l'obscurité, je pense que forcément il y a une incidence. Mais concernant les incidents de court-circuit, etc., ne pensez-vous pas que ça peut avoir un autre impact, comme avoir du feu même dans certains... Bien sûr, ça reste évident, dans la mesure où, quand vous parlez des court-circuits, même au niveau des maisons, ça, il y a des court-circuits partout quand il y a coupure. Chaque fois qu'il y a ces situations-là, il y a des dommages qui sont causés au niveau domestique. Ça, c'est sans compter les incendies que ça peut provoquer dans la ville même. D'accord. Et vous, monsieur Bokoum, oui, allez-y. En fait, il faut d'abord passer par des préalables. Il y a d'autres qui pensent que vraiment être dans les mouvements et contre ce régime, ou bien être activiste et contre ce régime. Non, loin de là. Seulement, on défend toujours les côtés négatifs. Là où ça ne va pas, on dénonce. C'est ça, même le rôle d'un activiste et le rôle des mouvements qui sont mis en place pour dénoncer certaines situations. On n'a pas dit que ce n'est pas bon. Embellir une ville, c'est très bien. Mais il faut d'abord des préalables quand même. Il faut d'abord des préalables. C'est ce qu'on demande. Sinon, tout le monde aime avoir les lieux propres. Il y a des lumières partout. Mais est-ce que ces lumières propres-là, l'état où nous vivons aujourd'hui, avec cette défaillance de ce système aujourd'hui, là où nous sommes, est-ce que ce même état a les mêmes moyens de fournir l'électricité à tous les citoyens? Est-ce que le fait d'illuminer les rues principaux, qui est les boulevards de l'Indépendance et d'autres rues, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres qui ne seront pas privés d'électricité? C'est vrai, on n'est pas électricien pour calculer l'intensité du courant qui passe sur les réseaux, mais néanmoins, on sait, même si on n'est pas électricien, qu'il y a d'autres quartiers à Bamako, précisément, qui n'ont pas d'électricité, qui sont en manque d'électricité. Et si on voit que les boulevards sont illuminés, moi je pense que le système en place et les initiateurs doivent revoir les préalables qui sont là. Les préalables, c'est quoi? Premièrement, les infrastructures. Après les infrastructures, maintenant, rentrer aux profondeurs, là où il n'y a pas l'électricité, les fournir. S'il y a tous ces aspects, si c'est complet. Maintenant, on n'est pas contre d'illuminer la ville de Bamako. C'est très beau à voir. Voir que Bamako, capitale, est illuminée, c'est très bien. Voilà notre réflexe sur la situation. Mais ne pensez-vous pas qu'ils ont déjà pris en compte certains de vos préoccupations concernant l'électricité, vu qu'il y a certains quartiers qui ne sont pas sur le même réseau? Oui, certes, certains quartiers ne sont pas sur le même réseau, mais toujours ça persiste. Les coupures persistent chaque fois. Et puis, s'il y a eu des coupures brusquement, ça peut endommager des matériels domestiques. Mais qu'est-ce qui prouve que ces électricités-là, ces illuminations, ces décors-là, qui sont la cause de ces coupures? En fait, je n'ai pas dit que ça peut être la cause, mais j'ai dit que l'électricité qui sert à illuminer ces endroits peut servir également dans nos domestiques, dans les lieux, dans les habitats. C'est ce que j'ai dit. Si les habitations, si les Maliens ont une satisfaction de l'électricité à 100%, pourquoi ne pas embellir notre capitale? C'est notre souhait. Qu'on voit que Bamako est belle. Est-ce que vous voyez? Voilà notre préoccupation sur cette situation. Les préalables d'abord, ensuite l'embellissement. D'accord. Alors, M. Tunkara, est-ce que les matériels utilisés ne sont pas nuisibles pour l'environnement, selon vous? Bon, qu'on soit médecin ou pas, naturellement, même dans les sociétés économiquement avancées, il va de soi que l'usage qu'on fait de ces matériels sont nuisibles à la santé humaine, naturellement. Parce que si vous regardez un peu toutes ces décorations, elles font appel justement à des produits chimiques, lesquels produits pourraient avoir, sont vraiment sont des nuisances justement pour la santé humaine. Mais dans le même temps, il serait bon qu'on comprenne une chose, s'il faut un moratoire pour que tous les fondamentaux soient réunis, pour aller vers ces décorations, je crois que nous sommes partis pour au moins 100 ans dans le contexte malien. Donc il faut vraiment relativiser un peu les aléas qui pourraient être liés à ces éliminations. Revenons justement sur ces questions des impacts liés à la santé. Effectivement, il va de soi, pour qui connaît un peu le
tous les contours de la santé humaine que ces produits utilisés et les impacts tant sur même la vie, hein, qui nous paraît tout à fait belle. Mais imaginons quand vous quittez l'obscurité pour une vie aussi agréable, que vous soyez médecin ou pas, vous devez quand même vous poser la question, est-ce à force de regarder une telle vie qui est aussi un décalage total avec celle que rythme mon quotidien, ne pourrait-elle pas aussi provoquer cette vie des incidents sur ma santé? Mais dans le même temps, je crois que ça reste comme des effets que je pourrais qualifier des effets marginaux, hein, parce que là, ce ne sont pas de produits qui sont consommés, ce qui est quand même important. Ce ne sont pas des produits qui sont en contact direct avec le corps humain. Donc je crois que, pour ne pas être médecin, mais je ne pense pas que ces produits aient d'impact aussi au-delà des impacts secondaires en fait sur la santé humaine. D'accord. Oui, M. Bokoum, vous voulez réagir par rapport aux propos de M. Tounkara? Non, en fait, je suis du même point d'avis que lui sur ce coup, parce qu'il faut s'approcher de la lumière. Certes, il y a des infrastructures. À l'œil nu, on ne peut pas voir certaines choses qui peuvent se passer sur le plan santé. En réalité, je l'appuie sur ce point-là. Il faut s'approcher. Déjà, tu n'es pas habitué à une certaine luminosité. Par exemple, moi, c'est ma première fois de venir au studio Tamani. D'ailleurs, j'ai participé à d'autres émissions qui n'est pas d'ailleurs là. Mais je vois que la luminosité est trop élevée ici. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne suis pas habitué à ça. Donc, maintenant, cette habitude-là, cette manque d'habitude, ça peut peut-être pas sur le plan directement maladif, mais ça peut, vous voyez, me démoraliser souvent, bon, vous voyez, sur ce plan-là. Mais en réalité, c'est pas parce que je suis contre la lumière, mais c'est ma première fois de rentrer dans une salle bombée de lumière. Je ne suis pas habitué dans ça et c'est une réalité que je vous dis. J'espère que ça va continuer. Ça peut même provoquer un déclic chez l'élite politique. En fait. Voilà. Le fait que de voir toutes ces décorations pour 2 voire 3 semaines, ça pouvait aussi pousser l'élite politique justement à vouloir le maintenir une fois pour toutes. Donc vous voyez finalement d'une posture sensationnelle à une posture de maîtrise en fait. En gros, quand vous allez dans les sociétés économiquement développées, vous avez quand même cette envie de les avoir chez vous. Donc, il se pourrait même que toutes ces illuminations, poussent l'élite politique malienne aussi à faire en sorte que des efforts soient consentis afin de maintenir les grandes villes dans cet état une fois pour toutes. Donc, ça peut être un bon espoir aussi. Okay. Oui, M. Ba, vous partagez le même avis que M. Bokoum et M. Tounkara par rapport à la luminosité? Dans l'ensemble, oui. Mais par rapport à la question que vous avez posée, l'environnement, je trouve que M. Tounkara a beaucoup minimisé l'impact sur la santé. Dans la mesure où lui, il n'a pris que le côté où ce n'est pas le contact humain directement ou que ce n'est pas des produits qui sont consommables. Même avec ça, moi je pense que l'impact sur la santé est vraiment considérable dans la mesure où ça produit des déchets. Et ces déchets-ci, c'est des objets qui sont en plastique et autres, ça peut provoquer beaucoup de pollution. Et là, l'impact ne peut pas être minimisé. Sinon, dans l'ensemble, je partage cette idée. D'accord, mais est-ce que vous pensez que cet éclairage la nuit ne peut-il pas provoquer des accidents? Ces luminosités, ces éclats? Bon, quelque part, ça peut être des facteurs qui peuvent être accidentogènes. Mais, d'autre part, quand on prend, si en réalité on suit toutes les recommandations par rapport aux lumières, parce que je pense que ça relève plutôt du respect du code de la route. Quand il y a beaucoup de luminosité, on ne doit pas utiliser les phares. Et si on ajoute de la lumière à la lumière, forcément, le cas accident va intervenir. Mais vous dites qu'il y a trop de luminosité, il ne faut pas utiliser les phares. Mais la nuit, quand on conduit, forcément, il faut allumer les phares. Non, même il y a certains endroits, même quand on va là-bas, on vous dit d'éteindre la lumière, même si c'est la nuit, parce qu'il y a assez de lumière. Ok, mais sur l'axe, le boulevard de l'Indépendance, comme M. Bokoum l'a indiqué, forcément, si vous ne mettez pas les phares, la police va vous arrêter. Cela dépend de la qualité de la luminosité. Parce que les luminosités qui sont au niveau du boulevard de l'Indépendance ne peuvent pas être facteurs d'accident. C'est des jeux de lumière qui ne produisent pas en réalité assez d'éclat. D'accord.
Et monsieur Bokoum, oui. En fait, ces lumières, souvent, ça peut causer d'accidents. Parce que les vues des gens ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui voient, quand ils voient certaines luminosités, quand ils voient certaines lumières piquantes, ce que vous voyez, ça peut leur provoquer un accident. Mais par contre, d'autres qui voient très bien, qui voient normalement, je ne pense pas que si ces petites lumières peuvent leur causer du dommage, en réalité. Voilà. D'accord. Et vous, monsieur Tunkara, que pensez-vous de l'aspect d'accident concernant ces luminosités? Je crois que pour notre cas, les accidents ne sont pas, à mon avis, liés au décret de la luminosité. D'ailleurs, dans le contexte malien, je ne pense pas qu'il y ait un excès de lumière. Les accidents sont plutôt l'explication réelle du non-respect ou du déni à la limite du code de la route pour les usagers maliens. Vous allez même finalement vous poser la question, sommes-nous en face des êtres humains ou à la limite nous avons quel type d'acteur en face de nous? Parce que les gens s'en moquent du code lorsqu'il circule. Cela également nous amène à cette question d'impunité qui serait liée aussi à une gestion, si vous voulez, calamiteuse des biens publics. L'effet des signalisations s'en moque. L'agent qui est de la police ou de la gendarmerie qui est censé réglementer la circulation, les usagers ont un peu d'estime à son égard pour plusieurs raisons. Donc c'est pour vous dire que la recrudescence d'accidents ne serait pas liée justement à ces luminosités, mais plutôt à un problème beaucoup plus profond qui serait plutôt un problème de la gouvernance, un problème du non-civisme du citoyen malien, un problème qui nous pousse justement à comment même concevoir un nouveau Malien qui serait soucieux de la vie humaine, parce que si vous voyez comment certains circulent sur des engins à deux roues ou même dans des véhicules, vous allez vous poser la question, est-ce ces usagers ont-ils d'estime vis-à-vis de l'humain ou pas? Et dans le même temps, on se demande si toutefois ces usagers circulent sous la coupole d'un État qui serait justement à mesure de punir. C'est cette absence de punition qui fait que qu'il y ait luminosité ou pas, les gens s'en moquent effectivement du code de la route. D'accord. Nous allons observer une courte pause avant de nous retrouver sur ce plateau. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le grand dialogue de ce soir réfléchit sur l'embellissement de la capitale. Nos invités sur ce plateau, Dr Ali Tunkara, sociologue, Yeri Bokoum du mouvement Ça suffit, Alpha Amadou Ampateba, activiste. Monsieur Ba, vous l'avez mentionné dans votre introduction, dans la situation actuelle du pays, pensez-vous que cela est positif ou négatif? Moi, je pense que le côté négatif prime plus sur le côté positif dans l'état actuel des choses. Pourquoi? Parce qu'on a évoqué ici la question du budget. Le budget qu'on est en train d'injecter dans ces lumières-là peuvent servir, comme l'a dit Bokoum, et comme M. Tunkara aussi l'a si bien énuméré, peut servir à l'employabilité des jeunes. Ça, c'est le premier point. Le second point, moi, je pense que on ne doit pas embellir une ville pour marcher sur des ordures. Si on devait en réalité injecter dans quelque chose, c'est surtout dans le nettoyage de la ville, pas simplement dans l'embellissage en montant des lumières. D'accord. Et M. Bokoum, partagez-vous le même avis que M. Ba par rapport à ça? Oui, en fait, je partage ces idées. C'est-à-dire, ce qui me préoccupe moi personnellement, c'est les préalables. Donc, il vient d'énumérer pratiquement la majeure partie. Les préalables, ensuite l'embellissement. Avant de parler d'embellissement, il faut parler de la propriété. Bamako, aujourd'hui, est une ville très propre, comme vous le savez. Moi, je vis ici et pratiquement, je pense que les autres camarades aussi vivent ici. Vous rentrez dans la ville de Bamako, vous partez côté Raïda, vous n'allez pas vous imaginer que vous êtes à Bamako, tellement que ces endroits sont sales. Rentrer au grand marché, pareil. Donc moi, je pense qu'il y a les préalables d'avoir à faire. Après les préalables, l'embellissement peut s'en suivre, quoi.
L'embellissement côté décoration de fin d'année. Fin d'année peuvent s'en suivre. Ok. Voilà. Et Monsieur Tunkara, partagez-vous le même avis que vos deux prédécesseurs? Toujours est-il que l'embellissement ou le non-embellissement est fonction d'acteurs en présence. Je pense que si l'embellissement est fait en fonction de nos avoirs réels, il est associé. Je le disais tantôt, dans une situation d'insécurité, dans une situation de peur et d'angoisse, qu'il y ait une dose de joie aussi, je trouve cela pas mal quand même. Hein. Ne serait-ce que pour 2 semaines, si les grands axes sont éclairés, même les quartiers qui sont dépourvus d'électricité jouissent également de ces éclairages, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Beaucoup de nos quartiers périphériques envahissent les artères, ne serait-ce que pour passer un moment agréable de leur quand même existence. C'est aussi une façon pour nos différentes municipalités de distribuer aussi les recettes collectées auprès des populations, parce que ce sont ces recettes qui servent justement à éclairer. Je reconnais qu'il y a des fondamentaux d'abord à réaliser avant d'arriver à cet éclairage massif, mais ces fondamentaux s'inscrivent dans la durée. On ne peut pas apporter des solutions durables à l'employabilité des diplômés ou des sans-diplômés en un laps de temps. On ne peut pas apporter des solutions durables à l'insécurité qui traverse le pays depuis 2012 en un temps aussi court. On ne peut pas satisfaire toutes ces demandes sociales. Si vous voulez que toutes ces demandes sociales, certes, elles sont légitimes, soient satisfaites pour penser à l'éclairage, je crois qu'il faut un sursaut. Lequel sursaut pourrait justement se prolonger sur des années et des années. Donc je crois qu'il faut vraiment relativiser l'embellissement. Si toutefois il y a une redevabilité après, si les municipalités acceptent de communiquer avec les populations quant au montant réellement investi, il y a aussi des retombées, je le disais tantôt, hein, au-delà de l'éclairage, vous avez toute une économie formelle et informelle qui se développe quand même. Hein. Beaucoup de commerçants vivent de ces décorations, lesquels commerçants aussi à leur tour payent des impôts à l'État. Certes, on peut ne pas être d'accord la provenance ou de provenance de ces différents articles, mais qu'à cela ne tienne, ces articles servent à gonfler les caisses de l'État parce qu'ils sont quand même soumis à des frais de douane. Donc, d'un sentiment du rejet, nous nions que ces éclairages aussi apportent en quelque sorte à l'économie malienne de façon directe ou indirecte. Hein. Tous ces acteurs qui vivent sur ces artères aujourd'hui, vous allez voir des gens qui vendent des jus, qui vendent même des nourritures. Ça alimente l'économie. Vous allez aussi, toutes ces retrouvailles provoquent aussi des consommations. Et donc, vous voyez, même le boutiquier qui est contre l'éclairage, il oublie que les retrouvailles aussi font que lui, sa boutique fonctionne parce que les gens vont s'acheter de quoi manger, de quoi boire. Donc finalement, au bout du tunnel, on se rend compte que l'éclairage provoque justement, si vous voulez, donne un gage à l'économie qui serait qualifié d'informel surtout. Donc ça, c'est peut-être qualifié comme côté positif de la chose. De l'éclairage, c'est ça, de ces illuminations. Le côté négatif, toujours est-il que les acteurs qui les soutiennent tiennent toujours à dire qu'il y a des fondamentaux d'abord à réaliser. Mais qu'on comprenne ici que ces fondamentaux nécessitent une refonte même de l'État. C'est pour vous dire à combien, s'il faut sursoir à tout cet accès, à ces luminosités, à ce que l'éducation soit garantie, à ce que chaque Malien ait accès à une santé solide, à ce que chaque diplômé et non diplômé ait accès à un emploi décent, je vous garantis, c'est une histoire de siècles. Donc il serait extrêmement important qu'on saute sur ces moratoires afin qu'une partie de la population aussi ait accès à l'émotivité. D'accord. Oui, Monsieur Ba, n'est-ce pas également un signe d'espoir de voir la ville illuminée de toutes ces lumières après ce que le pays traverse actuellement? Bon, je pense que cela dépend de la lecture dialectique de l'espoir de tout un chacun. Et quand vous dites que ça dépend de la lecture dialectique de tout un chacun, que voulez-vous dire par là? Ceux qui perçoivent la lumière sur les rues comme étant l'espoir, en oubliant en réalité l'impact que ces dépenses sont en train d'engendrer sur le reste de la population. Donc je pense que
comme le disait M. Tungara, c'est relatif. Ça peut être signe d'espoir, une lueur pour certains. Mais moi, je ne partage pas cette idée quand même. D'accord. Alors, M. Bokoum, pensez-vous que c'est une lueur d'espoir ou pas pour d'autres le pensent? En fait, comme le camarade Tunkara vient de le dire tout de suite, pour d'autres, ça peut être une lueur. Mais moi, je ne crois pas voir des petites lumières, ça peut te rendre heureux. Toi-même, tu es privé d'électricité chez toi et tu viens au boulevard pour regarder l'embellissement, que le boulevard est trop beau. Moi, je ne crois pas que ça pourra rendre un homme heureux. Tout ce qui pourra rendre un homme heureux, pour moi, il a parlé de revenir un siècle. Il ne s'agit pas de revenir un siècle. Voilà les pays comme la Chine qui ont été construits à partir de 11 personnes qui ont fondé, comment dirais-je, la République populaire de Chine. Voilà des pays encore comme Rwanda, chez Paul Kagame, ils n'ont pas pris des siècles pour se développer. Quand je suis désolé pour M. Tunkara de me dire que ce pays, il faut faire 100 ans pour se développer. Alors moi, je crois aussi que l'électricité que les Maliens voient sur les boulevards l'indépendance, que les Maliens voient sur les autoroutes et les grands axes, c'est payé par les contribuables, ce n'est pas au fin de l'État qui paye ça. On n'a jamais entendu que l'État a subventionné, jamais entendu l'État subventionner nos électricités, c'est payé par les contribuables. L'État n'a jamais mis main dans la poche. Et sur le boulevard de l'indépendance, c'est pareil, c'est la commune 3. Les contribuables de la commune 3, c'est eux qui payent les pots. En commune 4, les grands axes, les grandes lumières qui se trouvent, même si ce n'est pas la luminosité pour embellir, mais la lumière pour voir la circulation, c'est les paisibles citoyens qui payent. Ça vient de leur contribution en réalité. Donc moi je crois que voir la lumière, si ça peut te rendre heureux, alors que toi-même tu n'as pas de lumière dans certaines localités, moi je ne crois pas que ça pourra te rendre heureux. C'est juste que je signe et je persiste qu'il y a des préalables, et ces préalables, rien n'est diabolique. À clairvoyant, rien n'est impossible. Moi, je pense que vouloir aussi, c'est pouvoir. Quand on est engagé, on peut se lever debout et devenir un seul homme. Au lieu de prendre 100 ans, 10 ans, 15 ans suffisent pour que le Mali se rétablisse. Voilà. D'accord, oui, M. Tungara, pour répondre aux propos de M. Bokoum. Non, je comprends, je légitime clairement son point de vue, mais il reste quand même à relativiser. Quand je disais que quand vous regardez tous ces éclairages, personne ne peut les nier, on n'est pas d'accord avec la façon dont ces éclairages sont faits, mais en tout cas, il y a toute une économie qui se développe, ça on ne peut pas les nier. Ces commerçants qui vont dans les pays asiatiques pour acheter ces différents articles passent par la douane, qui parle de la douane aussi. C'est cette même douane aussi qui permet à l'État de payer ses fonctionnaires. C'est cette même douane aussi qui permet à l'État de subventionner l'électricité. Il pense que l'électricité n'est pas subventionnée. Elle est sérieusement subventionnée. Cette douane aussi qui contribue nettement à asseoir une éducation, qu'elle soit de qualité ou pas. En tout cas, la douane fait partie des entrées qui sont extrêmement importantes pour le fonctionnement même de l'État central. Donc c'est pour dire qu'effectivement, au-delà du... Je suis d'accord que l'accès à l'éducation pose problème, l'accès à la santé pose problème, l'accès à l'électricité pose problème, mais pour qui connaît ce qui est dans le contexte malien, pour qui connaît les réalités, s'il faut faire en sorte que pour que tous ces fondamentaux soient une réalité, pour penser justement à éclairer les artères, à éclairer les routes marchandes, à mon avis, cela demande du temps, cela demande également toute une refonte du système de la gouvernance. Raison de plus, j'ai fait allusion justement à 100 ans, même j'ai mis en place le terme un moratoire, parce que ces différents États dont M. Bokoum a fait allusion, on traverse aussi des étapes, mais je ne pense pas que dans les contextes rwandais, qu'on a proclamé un moratoire pour qu'il y ait accès à ces luminosités, pour qu'il y ait accès justement à tous ces beaux éclairages. Je crois que on peut à la fois accéder à l'éclairage public, à toutes ces luminosités, concomitamment, même moment que l'accès à l'éducation, même moment que l'accès à une santé solide. Je crois que les deux ne sont pas antinomiques, ils peuvent aller ensemble. Donc, une dose d'amusement, une belle dose également
des fondamentaux. Ok, merci Monsieur Tunkara. Et cela met fin à ce débat sur les illuminations et les décors de fin d'année. Un grand merci à nos invités, Dr Ali Tunkara, sociologue, Yeri Bokoum du mouvement Ça Suffit, Alpha Amadou Ampateba, activiste. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde Phili Dombele, la régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation de Moumin Sendebou, une coordination de Mohamedou Touré. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.